Bonjour. Donc on est au bureau d'études basé à Nantes. On est axé effectivement sur la permaculture avec trois grands types d'activités, des formations, de l'accompagnement de projets et puis de la conception paysagère. Des parcours assez différents parce que moi j'ai fait un master en géographie aménagement durant lesquels j'ai commencé à m'intéresser à la permaculture, puis après j'ai fait pendant un an des formations et du woofing. Donc pour aller dans des fermes, pour apprendre sur le terrain. Suite à quoi, en fait, de retour sur Nantes, j'ai participé à la co-création de l'association Permaculture 44. Et au mois de mars 2017, je suis allé plus loin parce qu'on a créé effectivement cette entreprise, le Jardin Ressources, dans l'optique, tous les deux, de se professionnaliser dans le secteur de la permaculture pour notamment accompagner les porteurs de projets. Et moi, mon parcours, je travaillais auparavant dans le médico-social et puis je me suis réorienté, je me suis posé des questions sur l'aménagement de l'espace adapté aux personnes à mobilité réduite, notamment dans les espaces où je travaillais. Voilà, donc j'avais décidé de me former au paysage. J'ai fait une reconversion professionnelle en paysage. Et puis voilà, donc dans mon parcours, j'ai rencontré le concept de la permaculture qui m'a beaucoup intéressé, qui répondait de manière vraiment globale à beaucoup de questions que je me posais. Voilà, ça faisait un peu la synthèse de toutes ces questions et des envies d'action. Donc voilà, avec Joris on s'est rencontré à Permaculture 44 et puis on a discuté longuement sur qu'est-ce qui nous animerait comme activité. Moi je travaillais en cabinet d'architecte urbaniste et paysagiste et puis bon je trouvais pas mon compte. J'avais besoin de me sentir impliqué dans quelque chose de plus grand et surtout sur les notions d'environnement, de développement durable. Voilà. À la fois en termes de paysage, mais aussi en termes de société, de relations humaines. Donc on a eu cette idée. On a proposé notre projet d'entreprise à Louvre-Bois de 44. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une coopérative d'activité d'emploi qui est basée sur Nantes, qui a 14-15 ans, je pense, qui regroupe aujourd'hui 250 salariés entrepreneurs. Nous avons intégré au mois de mars dernier le CAP, c'est-à-dire que nous allons pouvoir tester notre projet d'entreprise pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, on aura le choix soit de sortir de la coopérative et de monter notre propre société, soit de devenir coopérant, c'est-à-dire rejoindre les 250 autres salariés coopérants. Tout à fait. Et donc on a créé cette entreprise, entre autres parce qu'on voyait tous les deux dans les réseaux liés à la permaculture qu'il y a énormément de gens qui ont envie de créer des projets, d'autres qui mettent des projets en action. Mais il y a beaucoup de projets qui ne se font pas ou qui capotent en fait, dans les premières années. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été, sont pas assez, on n'est pas assez loin dans la démarche de design, de la démarche de réflexion, de conception des projets, avec tous ces différents aspects. Parfois l'aspect technique est très bien pensé, mais l'aspect humain ne l'est pas du tout, donc ça capote à cause de ça, ou le contraire. Et donc on veut aller dans cette démarche comme ça de vraiment pouvoir proposer un accompagnement professionnel pour les porteurs de projets. Et puis derrière, c'est contribuer au changement d'échelle de la permaculture. Là, il y a plein de petits projets qui se font et c'est super, mais aussi accompagner des projets de plus grande envergure. Et à travers ça, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est l'outil que propose la permaculture de manière globale. La permaculture, c'est vraiment une posture, une philosophie. Et il y a une méthode de conception qui a été traduit, d'ailleurs pas traduit, qui s'appelle le design en permaculture. Le mot conception est un peu trop réducteur. Nous, c'est ça qu'on cherche à promouvoir aussi dans la démarche de projet, c'est cette notion de conception en permaculture. Donc là, la question qui se pose pour cette conférence, on va essayer d'y répondre. On a choisi de faire un peu le ping-pong aussi, de faire un peu sous une forme de discussion, puis il y aura 10 petites minutes après, en fonction du temps, 10 petites minutes de questions. La question d'aujourd'hui, alors je vais revenir en arrière. La question d'aujourd'hui, c'était penser son lieu de vie avec la permaculture. On va vous présenter un peu les principes, l'origine de la permaculture, du mot permaculture, ses fondateurs, son origine, l'éthique et les principes. Et puis on va essayer de se poser la question qu'est-ce que c'est que de penser son lieu de vie à travers le prisme de la permaculture. C'est Joris qui va faire l'introduction. Alors, déjà, permaculture, de quoi parle-t-on ? C'est né en Tasmanie, donc dans le sud-est de l'Australie, de l'autre côté de la planète. Deux cofondateurs, Bill Mollison et David Holmgren, juste après. Voilà.
Alors, Bill Mollison, il a un parcours assez original. Il a d'abord travaillé comme forestier, puis après il s'est beaucoup intéressé sur les questions de durabilité, de protection de l'environnement. Et ce qui l'a amené à vivre en autarcie dans la forêt pendant 2 ans, pour prendre le temps d'observer les écosystèmes naturels. Lui, il commençait à voir les dégâts que provoquait l'agrochimie sur les sols agricoles, l'érosion, la perte de biodiversité, etc. Et une de ses interrogations fondamentales, c'était comment est-ce que l'homme peut vivre et se nourrir de façon réellement durable. Notamment, un des moments qui a été un moment de révélation pour lui, il en parle dans sa biographie, c'est quand il est dans la forêt tropicale australienne. Vous voyez comme ça cette énorme abondance de biomasse, d'oiseaux, de mammifères, etc. Et il disait, tout ça a été créé sans aucune intervention humaine. Il n'y a pas eu d'engrais, il n'y a pas eu de labour, il n'y a pas eu de pesticides, il n'y a eu rien de tout ça, et pourtant on a une énorme abondance. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas justement s'inspirer du fonctionnement des écosystèmes naturels pour nous répondre à nos besoins d'être humains, sans dégrader l'environnement et voire mieux, pourquoi pas en améliorant cet environnement. Donc en ayant un peu d'impact positif. Donc suite à ça, il est devenu professeur de biogéographie à l'université de Tasmanie. Et un de ses élèves, c'est justement David Holmgren. Donc il y a une génération d'écart entre les deux. Et donc il a encadré le travail de thèse de David Holmgren qui portait sur comment est-ce qu'on peut créer des lieux de vie autonomes qui soient réellement durables. Donc ça les a amenés justement à faire ce travail qui a abouti en fait à la rédaction du premier ouvrage qui traite de permaculture, Permaculture 1, qui est publié en 1978. Pourquoi ce nom ? Déjà, pourquoi ce nom de permaculture ? C'est une abréviation de permanente et agriculture, donc d'agriculture permanente en anglais. Donc ils sont les premiers à avoir créé ce terme. L'idée derrière, c'est comment est-ce qu'on peut créer donc une agriculture permanente qui puisse se maintenir et penser du long terme, voire du très très long terme. Et puis plus ils ont approfondi le concept, plus ils ont réfléchi sur la notion, et plus ils se sont rendus compte que s'intéresser uniquement au domaine agricole, c'était assez réducteur, parce que si on a un champ, et bref, on a une production agricole qui est très durable, très bien, mais si tout le reste de la société continue d'être aussi dysfonctionnel, ben, on va pas forcément très loin. Et donc ils sont intéressés à d'autres aspects, aux questions d'éco-construction, aux questions de comment est-ce qu'on fait société ensemble, etc. Et donc permaculture, c'est devenu, de permanente agriculture, c'est devenu permanente culture. Culture permanente, avec tous les différents sens qu'on peut donner au mot culture. Je me permets, cette notion elle est aussi d'observation, c'est-à-dire qu'ils s'étaient rendus compte également que les prouesses technologiques, l'agrochimie avait amené des pratiques, l'augmentation de la population avait amené des pratiques qui dégradaient complètement l'environnement en fait, et pas seulement l'environnement, mais qui dégradaient aussi le tissu social. On se retrouvait à avoir des fermes de plus en plus grandes, des populations qui s'éclatent, des ethnies qui disparaissent, on pense aussi aux aborigènes. Donc il y avait quelque chose qui dysfonctionnait beaucoup là-dedans, et donc c'est pour ça qu'ils en sont arrivés à ces questions. Donc il y a 3 grandes sources d'inspiration pour ces 2 cofondateurs. La première grande source d'inspiration, c'est le fonctionnement des écosystèmes naturels, donc étudiés via la biologie, la géologie, etc., toutes les sciences naturelles. Parce que déjà, un des angles fondamentaux de la permaculture, c'est le biomimétisme, c'est-à-dire s'inspirer du fonctionnement des éléments qu'on trouve dans la nature pour répondre du coup, à nos objectifs, à nos besoins en tant qu'être humain. Deuxième grande source d'inspiration, ce sont les peuples premiers. Eux, notamment, ils sont beaucoup inspirés des aborigènes d'Australie, puisqu'ils étaient en contact direct avec eux. Ils ont l'occasion de vivre dans certaines communautés, brièvement, puis de voir des travaux d'anthropologie sur le sujet des peuples premiers. Pourquoi ? Eh bien, parce que ces peuples ont un mode de vie qui dure depuis des milliers d'années. Donc, en termes de durabilité, ça se pose là. Et donc, c'est pour ça que c'est une source d'inspiration assez fondamentale. Et la troisième grande source d'inspiration, ça va être des scientifiques qui déjà étaient qui est très innovants dans leur vision et qui sont donc une grande source d'inspiration. Notamment, par exemple, vous avez, là on en a certains, on va pas forcément très développés, mais en haut à droite, vous avez Masanobu Fukuoka, qui initialement est un microbiologiste japonais,
qui s'est reconverti en tant qu'agriculteur pour reprendre la ferme de ses parents et qui a créé ce qu'on appelle l'agriculture naturelle au Japon. Qui a écrit un ouvrage dans les années 70 qui s'appelle La révolution d'un seul brin de paille. Et déjà, il alarmait les pouvoirs publics et sur le côté nocif de cette agriculture intensive et biochimique. Et pas biochimique et chimique. Pardon. Donc après ce travail théorique qu'ils ont mené ensemble, avec la publication de Permaculture 1, puis il y aura aussi Permaculture 2 en 79, un an après, David Holmgren, lui, il est allé sur la mise en pratique de ce corpus théorique, et c'est pour ça qu'il a créé le premier lieu en permaculture, Méliodora, qui est son propre lieu de vie, son propre habitat, dans l'état de Tasmanie. Donc c'est un lieu qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, qui s'est beaucoup développé depuis. Et la première communauté humaine basée sur la permaculture, c'est Crystal Waters, le premier éco-village, lui aussi en Australie, qui existe également aujourd'hui. Donc si on devait donner une définition très synthétique, nous on a formulé celle-ci. Il faut savoir que les deux fondateurs, ils n'ont pas posé une définition que tout le monde doit réciter par cœur. Chaque formateur a trouvé sa propre formulation de la définition de la permaculture. Nous on aime bien celle-ci parce qu'on a cherché à la faire extrêmement courte et extrêmement synthétique. Donc on l'a définie comme l'art de concevoir des écosystèmes répondant aux besoins humains. Alors, l'art, puisque ça se base sur des savoir-faire, sur des savoirs techniques, sur des savoirs scientifiques, mais il y a aussi toute une grande dimension de créativité. Donc il y a ces deux aspects-là qui sont présents dans ce monde. L'art de concevoir, puisqu'on parlait de la conception, plus globalement du terme de design, qui est absolument fondamental. Et concevoir, c'est à la fois concevoir dans sa tête, conceptualiser, et c'est aussi concevoir sur le terrain, concrétiser. Concevoir des écosystèmes, puisqu'on cherche à créer globalement des systèmes, au sens large, qui s'inspirent justement beaucoup du fonctionnement des écosystèmes dans ces démarches de biomimétisme. Et répondant aux besoins humains, parce que voilà, cette démarche de conception, elle a pour but de répondre à nos besoins, à nous, en tant qu'êtres humains. Donc, et ces besoins-là, ils sont très multiples. On pense tout de suite aux besoins physiologiques de base, boire, manger, d'accord, et effectivement, on cherche à y répondre. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, il y a aussi des besoins sociaux, des besoins spirituels, des besoins d'esthétique, etc. Les besoins humains, ils sont très multiples. Et c'est vraiment en ce sens-là qu'on cherche à mettre en place, à conceptualiser, à réaliser une culture permanente. Donc tout ça, c'est structuré dès la fondation autour de 3 principes éthiques et 12 principes fonctionnels. Juste pour résumer, donc on a vu que la permaculture, pas d'homme, pas de besoin, pas de permaculture. Voilà, la Terre, elle se débrouille très très bien sans nous. Donc la permaculture, c'est de notre point de vue, et c'est partagé par beaucoup d'autres personnes, permaculture et autres, c'est d'abord un système de conception, c'est une posture, c'est une philosophie, c'est une manière de penser l'impact de l'homme dans son environnement quand il cherche à répondre à ses besoins. La permaculture, c'est aussi un réseau d'individus à travers le monde. Voilà, c'est un réseau, c'est des individus et c'est des groupes d'individus qui sont dans une démarche de recherche active pour trouver des solutions en observant la nature et en essayant de reproduire, en faisant du biomimétisme, en essayant de reproduire des choses qui marchent sans intervention ou au minimum d'intervention, et des systèmes qui reproduisent des boucles, qui s'aggradent eux-mêmes. On pense souvent à la forêt n'a pas besoin de nous. Tu parlais tout à l'heure de la forêt amazonienne. Elle n'a pas besoin de nous, quoi. Il y a un cycle et ça pousse et ça meurt et ça vit et ça n'a pas besoin d'intervention humaine. Et puis ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup aussi dans le côté positif, en fait. C'est-à-dire que quand on a la perspective climatique, on peut avoir une posture très très anxieuse, quoi. C'est très anxiogène. On a le choix soit d'être anxieux, d'avoir peur, de se replier. On a le choix aussi d'être dans l'indifférence. Et on a le choix aussi d'être dans quelque chose d'actif, quoi, et créatif. Et c'est en ça que c'est ça qui nous anime aujourd'hui dans cette démarche permaculturelle. Un autre élément important pour rebondir ce que tu dis, c'est que là on dépasse le positionnement écologiste de réduire son impact,
on a conscience des problématiques qui sont derrière ça, mais on peut aller plus loin que ça, parce que derrière ça, ça peut être porteur d'une vision de l'homme qui est très négative, comme quoi on a forcément un impact négatif, quelque chose de dégradant contre la nature. Au contraire, si ce que propose justement la démarche permaculturelle, c'est d'avoir un impact positif. On est réellement capable de régénérer des écosystèmes, de régénérer la nature. Alors pour ça c'est un document que vous pourrez trouver très très facilement sur internet. Il y a plusieurs documents, c'est des documents open source qui ont été créés par l'Institut Holmgren, qui résument en fait de manière schématique et très simple des principes et des éthiques qui sont universels, intemporels. Vous pouvez reproduire à toute échelle et dans toutes circonstances, à la fois quand vous faites de la conception, mais aussi quand vous étudiez les comportements humains de manière générale. Vous-même de vous à vous. Vous pouvez très bien passer tous vos comportements à travers ce prisme-là. Ça se base sur 3 principes éthiques fondamentaux. Et le premier qui, à la limite, peut engendre les 2 autres, c'est vraiment prendre soin de la Terre. En gros, dans toutes mes actions, se poser la question, est-ce que je prends soin de la Terre? Prendre soin de la Terre, c'est prendre soin du sol, des forêts, de l'eau, du cycle de l'eau. C'est créer des terres fertiles pour pouvoir se nourrir, par exemple, aussi. C'est la base. En gros, le deuxième, c'est prendre soin des gens, prendre soin de soi-même, prendre soin de ses proches, et puis prendre soin de la communauté dans laquelle on vit. Et puis le troisième élément, vu qu'on a une dynamique de soin de la terre, donc une terre riche, qui crée de l'abondance, des personnes qui ont de l'énergie, du dynamisme, voilà, on va créer de l'abondance et on va, du coup, pouvoir partager les surplus que l'on va créer. Tous ces principes généraux, les 12 principes fonctionnels, sont des principes qui peuvent être déduits de la nature, de l'environnement. Et qui vont prendre aussi donc, des systèmes écologiques, des écosystèmes. Mais c'est aussi qui va aller chercher dans le vernaculaire, qui va aller chercher dans les pratiques anciennes, ancestrales, sur le lieu dans lequel on vit. Voilà. Ce qui a été pratiqué là autour de chez nous comme culture pendant les 100, 1000 dernières années, quoi. Et qui, pour certaines pratiques, ont disparu, ou il va falloir faire des recherches assez longues pour les retrouver. On va regarder, tu veux rajouter quelque chose, hein? On va regarder ces principes un par un. Donc ces 12 principes, ils ont pour fonction de nous guider, d'être une source d'inspiration permanente pour concrétiser et réfléchir des projets. On va les voir un par un. On va les survoler parce que on pourra y discuter pendant des heures. En gros, chaque principe, c'est comme un bouton. Vous appuyez dessus et là, vous avez des bras qui partent dans tous les sens et vous pouvez discuter des semaines, même en groupe. D'ailleurs, c'est ça qui est stimulant intellectuellement aussi. C'est quand vous partagez ça dans des ateliers, c'est de pouvoir apporter des idées, avoir une démarche agile qui permette d'avoir foison d'idées et de perspectives d'application, quoi. Ça, c'est super. Alors le premier principe, c'est observer, interagir. On a choisi tous les deux de reprendre en fait David Holmgren, en fait, à chaque fois qu'il présente un de ces 12 principes, il utilise un adage. Donc on va vous le dire et puis on va discuter là-dessus. Donc le premier, c'est observer, interagir. L'adage, c'est la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. En gros, on a tendance aujourd'hui à isoler les choses, à les regarder les unes indépendamment des autres, et on oublie qu'on est dans un milieu écosystémique. La Terre, c'est un écosystème énorme, et ça c'est pour la partie très large. Et puis quand vous allez dans votre corps, vous vous rendez compte que votre corps il fonctionne, mais il ne fonctionne pas tout seul. Il a des cellules, il y a des organes composés de cellules, et tout ça fonctionne dans une synergie et pas tout seul, quoi. Observer, interagir, c'est le premier principe qui doit vous accompagner dans tout projet. En gros, ça nous invite à nous arrêter et à prendre le temps d'observer là où on est. Si on a décidé de faire aménager son jardin et de démarrer une production dans son jardin, c'est de commencer à observer là où on habite, dans quel écosystème, dans quel climat on habite, dans quelle écorégion, mais aussi qu'est-ce qu'on a autour de nous, en présence, et ensuite de tester des choses, d'interagir, d'utiliser, d'expérimenter et de tirer des conclusions donc, de cette observation des écosystèmes pour
reproduire ça à petite échelle. On parlait tout à l'heure, par exemple, de la notion, pour illustrer ça. Bon, là, j'avais utilisé des images, d'ailleurs, il en manque une. Voilà. Ici, par exemple, la première image à gauche, c'est un sol lessivé. En gros, on a des sols qui subissent l'érosion, ils sont surexploités, il n'y a pas de couvert végétal, il y a une pente, on a de l'érosion, on a du vent, on a de la pluie, les ruissellements des eaux, et puis on a un sol qui est complètement lessivé. Quand on fait une carotte à droite, on remarque les 30-40 premiers centimètres sont devenus tout blancs. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie là-dedans, quoi. À droite, on observe le résultat d'un paillage, un BRF, bois ramel fragmenté. On observe, après plusieurs mois de couvert de ce broyat, que quand on le retourne, on a une terre qui est devenue riche en humus et qui va s'agrader. Voilà, tout projet permaculturel est contextualisé. C'est-à-dire qu'on cherche à prendre en compte le contexte physique. Ça, effectivement, tu en parlais, c'est dans quel état du sol, quelle est la météo, etc. Quel est l'environnement extérieur, dans quel cadre ça se place. C'est aussi le contexte humain, dans quel contexte socio-culturel on se trouve, avec quelles ressources, etc. Et c'est pour ça que parfois on nous demande « Tiens, j'ai un jardin, comment est-ce que je le ferai en permaculture ?» Mais ça dépend. Ça dépend de vos objectifs, ça dépend du terrain. Il faut prendre le temps de l'analyser avec ses différentes composantes. Il faut prendre quelles sont vos ressources financières, vos compétences, le matériel dont vous disposez, des ressources naturelles dont vous pouvez disposer, etc. C'est tout ça qu'on observe. On y reviendra tout à l'heure avec un autre principe. Vous verrez que les principes sont aussi interconnectés entre eux. Deuxième principe, collecter et stocker l'énergie. L'adage qui est utilisé, c'est « faites les foins tant qu'il fait beau ». En gros, on va chercher à stocker cette énergie. Donc là, j'ai utilisé de la technologie, des panneaux solaires qui vont nous permettre d'utiliser cette énergie solaire en utilisant la technologie actuelle. Vous avez aussi dans la nature, l'énergie solaire, elle peut être stockée d'une autre manière. Les pierres, par exemple, sont utilisées. Là, dans la photo de droite, vous avez une serre, et des pierres, c'est en montagne. Vous avez des pierres qui ont été apposées devant. En gros, même en moyenne montagne, vous allez stocker cette énergie solaire qui va être restituée la nuit. Donc vous allez pouvoir créer des microclimats qui vont vous permettre de faire pousser certains végétaux qui ne pousseraient pas d'habitude à cet endroit-là. Voilà, parce que donc là, toute source d'énergie, tout approvisionnement naturel, il n'est pas continu. C'est une problématique typique dans les énergies renouvelables. Un jour il y a du vent, un jour il n'y a pas de vent. Un jour il y a beaucoup de soleil, un jour il n'y a pas beaucoup de soleil, etc., etc. Donc ça nous invite à en prendre connaissance et donc à capter la ressource quand elle est disponible pour la réutiliser par la suite. Et comme on est dans une perspective de regarder l'avenir, c'est de se dire aussi comment fonctionne notre société aujourd'hui, quelles sont les énergies qui sont au maximum utilisées, quasi exclusivement, bon heureusement ça change, voilà, on est sur des énergies fossiles qui sont non renouvelables. À un moment donné, ça va s'arrêter, il faut avoir conscience de ça. Donc qu'est-ce qu'on laisse à nos générations futures? Donc, l'intérêt c'est de nous inviter à économiser cette énergie, à la stocker et à trouver des solutions alternatives d'utilisation du renouvelable. Troisième point, créer une production. Alors l'adage c'est on ne travaille pas l'estomac vide. D'accord ? Bon, alors on a envie de penser à l'avenir, on a envie de créer des forêts comestibles. On va utiliser toute l'énergie qu'on a pour pouvoir le créer, mais on a besoin quand même de manger aujourd'hui pour pouvoir le créer. Donc on nous invite aussi à reprendre contact avec notre jardin, l'environnement, savoir aussi qu'est-ce que c'est que de produire sa nourriture soi-même. Créer une production, ça permet de commencer à répondre à nos besoins humains, dont on parlait tout à l'heure. C'est une invitation aussi à comprendre qu'il n'y a pas d'opposition entre le court terme et le long terme. Ce qu'on vise, c'est des systèmes de long terme, voire de très très long terme, mais effectivement, on ne peut pas travailler l'estomac vide. Donc on pense l'aménagement dans le temps. On peut mettre en place facilement des cultures qui vont être des cultures courtes, qui vont nous permettre de commencer déjà à entrer dans une dynamique. Déjà, c'est intéressant parce que ça permet aussi de maintenir l'énergie humaine, dans le sens où vous allez avoir des premiers résultats qui vont faciliter la dynamique collective, qui vont vous dire très bien, ça marche, je suis en mouvement. Et on n'a pas, voilà. Par exemple, c'est vrai que l'installation d'une forêt jardin comestible, ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre 30 ans. Efficiente. Et oui. Donc
Et il n'y a pas de contradiction entre le court terme et le long terme. Par exemple, là, vous avez la possibilité de mettre, par exemple, des cultures de légumes entre les arbres qui sont en train de pousser. C'est bon, il n'y a pas encore d'ombrage, les cultures vont pouvoir se mettre en place. Et puis à terme, évidemment, quand il y aura une vraie canopée qui sera réalisée, eh bien là, ces cultures de légumes auront pris fin. Comme ça, on peut répondre tout à fait à la fois des problématiques de court terme et des problématiques de long terme. Et de plus, on va travailler à toutes les échelles. Donc que vous ayez un tout petit jardin, comme 2000 m² ou 1 hectare, vous allez pouvoir appliquer ce principe. C'est pour ça que j'ai illustré à droite une photo avec quelques bacs sur une terrasse. Quatrième point, appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction. J'ai oublié l'adage. L'adage, c'est un adage de l'Ancien Testament que Miguel utilise, c'est les fautes des pères rejailliront sur les enfants jusqu'à la 7e génération. Donc ça, c'est Freud. C'est intéressant en fait, on l'a pas mis, et puis après on s'est dit pourquoi on l'a pas mis. Du coup on a discuté tout à l'heure du fait de ne pas l'avoir mis, on le trouvait un peu cassant, un peu culpabilisateur et dur. En fait, en essayant de le prendre à l'envers, on se dit aussi, mais ce qui est intéressant c'est que c'est tiré de l'Ancien Testament. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on avait déjà des conclusions qui étaient données sur l'impact de l'homme déjà des centaines d'années auparavant, des milliers d'années auparavant. Donc revenir aux adages aussi, s'intéresser à c'était quoi les feux d'alerte en fait, avant, comment on essayait de le faire. Donc là c'est à travers un aspect religieux, mais voilà. C'est intéressant. Communiquer le fait qu'effectivement l'action qui peuvent avoir lieu, des actions qui peuvent avoir lieu aujourd'hui, peuvent avoir des conséquences de long terme, de très très long terme. Voilà, de déforestation, un bétonnage, ça disparaît pas comme ça peut durer extrêmement longtemps. Tout comme le fait de mettre une forêt, une production en place. Oui, d'ailleurs je rebondis là-dessus, ça me fait penser aussi à la notion de faire... j'en parlerai tout à l'heure. Et donc appliquer l'autorégulation, c'est avoir conscience, on parlait de la question des ressources, donc modérer en fait l'utilisation de ces ressources. Et accepter la rétroaction, c'est prendre le temps, on disait, d'observer, donc ça c'était en amont, comprendre le contexte, mais on ne s'arrête pas là. Une fois qu'on a mis en place des actions, des systèmes, on prend le temps de faire de la rétroaction, c'est-à-dire des bilans ponctuels. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Et grâce à cette compréhension, eh bien, on a le phénomène de rétroaction, c'est-à-dire que on peut faire des réaménagements, modifier notre système, le faire évoluer. Donc il n'y a pas de contradiction. On peut entendre le terme de culture permanente dans le sens où c'est permanent. Donc ça ne bouge pas, c'est fixé. C'est une mauvaise compréhension. C'est évolutif. C'est justement le fait que c'est évolutif qui permet aux choses de perdurer. Et s'autoréguler, c'est aussi avoir conscience qu'en utilisant une ressource finie, et qu'elle sera finie un jour, c'est de choisir soi-même de modifier ses comportements, par exemple un comportement de déplacement, la mobilité, quand on peut prendre son vélo plutôt que sa voiture. Bon, c'est une sorte d'autorégulation dans l'usage des ressources. On avait parlé de l'adage tout à l'heure, c'est aussi qui sème le vent, non, c'est pas ça, non, on avait dit ? Qui sème le vent récolte la tempête. Bon, ça peut être utilisé. Là, j'avais utilisé comme image, je vais parler que de celle de droite. Hein. Voilà, vous avez une exploitation forestière brute sur une pente abrupte. Bon ben voilà, là c'est drastique comme coupe. Vous avez la forêt qui a été... Bon là, c'est peut-être un faux exemple, j'avais pas fait attention, mais on a beaucoup de pins, donc bon. Imaginons des feuillus, vous coupez tout d'un coup, la forêt a mis 30, 50, 100 ans à se créer. Vous avez un couvert végétal, un humus très riche au sol. Et là, en faisant ça, la pluie, le vent, le soleil, tout va cramer, tout va s'éroder. Et on a perdu en fait quelque chose de très précieux. Et ça va mettre extrêmement longtemps à se régénérer. Ça va demander énormément de ressources pour recréer cet écosystème-là. 5e point, utiliser et valoriser les services et les ressources renouvelables. C'est quoi l'adage? Je ne me rappelle plus non plus. Profiter des cadeaux de la nature. Profiter des cadeaux de la nature. Voilà, c'est ça. Profiter. Ben voilà, donc là j'ai mis comme image un keyline design. Un keyline design, c'est comment, donc là ils ont utilisé les ressources fossiles pour recréer, utiliser les courbes de niveau pour
permettre dans le circuit de l'eau à l'eau de rester à l'endroit où il est, de ne pas lessiver les sols. Donc en gros on fait des terrasses, on accompagne les écoulements de l'eau jusqu'à la photo du milieu des étangs, des mares. On essaie de garder cette eau-là sur le terrain et utiliser la gravité, enfin, en gros le circuit de l'eau naturel en fait. On aurait pu très bien choisir un système d'irrigation avec des pompes qui fonctionnent à l'électricité ou au gasoil, utiliser des kilomètres et des kilomètres de tuyaux. Voilà, il y a d'autres systèmes et quand on est dans un environnement qui nous le permet, pourquoi ne pas utiliser ce que la nature nous montre? Tout à fait. Il y a l'idée, ici par exemple c'est une bonne application de ce principe. Là, cette conception en ligne clé, le keyline design, effectivement, on va faire des fossés qui vont suivre les courbes de niveau, on va créer des lignes de stockage, etc. C'est-à-dire qu'on tend aller vers un système où on a de plus en plus de l'utilisation de ressources et de services renouvelables. Par contre, dans la mise en place du système, on peut tout à fait être amené à utiliser des ressources qui ne sont pas renouvelables. Là, par exemple, pour faire ces aménagements-là, il a fallu utiliser des engins de terrassement et donc utiliser des énergies fossiles pour les mettre en place. Mais je ne pense pas qu'il y ait de contradiction, puisque c'est vrai que là, il y a utilisation pas mal d'énergie fossile à un instant T, mais c'est derrière pour mettre en place des systèmes et qui vont durer des siècles sans avoir besoin de ces énergies fossiles. Donc ça peut tout à fait s'entendre. Il y a aussi, donc, pour ma part, dans valoriser les services renouvelables, c'est aussi faire appel à des services professionnels aussi qui sont dans une démarche respectueuse. Alors le 6e point, voilà, il dit ce qu'il veut dire, ne pas produire de déchets. L'adage c'est pas de gaspillage, pas de manque. J'ai utilisé le coton-tige pour ceux qui en utilisent. Sans plus c'est d'actualité parce qu'il me semble que ça va être interdit, c'est pas déjà interdit d'ailleurs. Là on a... ah oui, c'est Bill Mollison qui disait aussi si vous avez du déchet, si vous produisez du déchet, c'est que vous n'avez pas été assez inventif et créatif pour transformer ce déchet en ressource. Vous n'avez pas assez anticipé votre besoin et la manière dont vous alliez répondre à votre besoin, et du coup vous avez créé un déchet. Là, le coton-tige, très simplement, c'est du coton-tige à base de bambou avec du coton bio. Vous l'utilisez, vous le jetez dans votre compost, c'est de la matière carbonée, avec l'azote de vos épluchures, vous contribuez à votre compost. Il n'y a pas de déchets, il retourne dans le cycle de la vie. Et puis, dans vos consommation quotidienne, c'est de choisir un maximum le moment du zéro déchet. Il y a un stand là-bas. C'est un bon courant, quoi. C'est de commencer à penser toutes les actions, les comportements que j'ai chaque jour, quel impact il va avoir. Est-ce que j'ai pas quelque chose d'alternatif et qu'est-ce que je peux engager comme petit pas à petite échelle pour commencer à modifier légèrement les choses. Et puis après, c'est l'engrenage, hein. Le bras, et puis on rentre tout entier dans la machine. Et puis derrière, c'est comment est-ce qu'on utilise ce que d'autres personnes considèrent comme étant des déchets. Voilà, typiquement, comment est-ce qu'on pourrait utiliser des déchets verts, par exemple. Justement, une grande clé de créativité dans les systèmes, c'est souvent de voir dans l'environnement autour, il y a des gens qui veulent se débarrasser de choses. Pour eux, c'est des déchets. Par exemple, la taille des arbres, par exemple, pour certaines personnes, c'est purement un déchet, elles veulent le mettre en déchetterie. Au contraire, nous, c'est comment on transforme ce qui est considéré comme un déchet, comme une ressource, on en fait une ressource qui va être utilisée sur notre système. Je me mets en lien avec mes voisins, mon voisin qui veut se débarrasser de ses déchets, donc ça fait du lien, ça fait du lien social. Dans ma rue, on en reparlera tout à l'heure. Donc le 7e principe, partir des structures d'ensemble pour arriver au détail. Donc là je reviens sur la notion de cycle de l'eau dont on parlait tout à l'heure. On part des structures d'ensemble, on regarde comment ça fonctionne. En regardant la goutte d'eau, je me demande d'où elle vient, comment elle se fabrique, et quel est son parcours sur la Terre, comment ça fonctionne. Voilà, on a de la vapeur d'eau, il y a un cycle complet qui n'a pas besoin de l'humain, bien sûr. Évaporation par le soleil, les nuages, bloqués par les montagnes, et puis la pluie, la neige, stockage par la neige, et puis après on a la neige qui fond, ça se transforme en torrent, puis en rivière, en fleuve. Et voilà, ça nous aide à comprendre, ça c'est au niveau de l'observation, donc la compréhension des écosystèmes. Et puis aussi, c'est au niveau de la conception de systèmes humains. C'est-à-dire, au début, on ne va pas s'attacher à tel ou tel élément technique. On va essayer de comprendre la vision d'ensemble. Quels sont les grands objectifs, quelles sont les grandes orientations
d'une conception. Puis après, on va aller progressivement, on va aller de plus en plus dans le détail. Concrètement, vous êtes chez vous, vous voyez cette image. Donc moi j'ai un besoin, c'est de l'eau pour mon potager parce que j'ai besoin de produire. Qu'est-ce qui sert de... Bon, la pluie elle va venir à un moment. Qu'est-ce qui fait la montagne chez moi? C'est quoi la montagne? C'est mon toit. Il va récupérer de l'eau. J'ai des petits filets entre mes tuiles et puis tout d'un coup ça se transforme en rivière dans la gouttière. Et puis j'ai un réservoir d'eau de pluie qui va être un étang, une structure. Et puis le trop-plein va partir voilà, dans le système que vous allez créer, donc peut-être une petite mare. Voilà. Donc c'est commencer à essayer de reproduire des schémas que vous avez vus dans la nature. Un schéma d'une structure d'ensemble pour la reproduire à plus petite échelle chez vous, par exemple. Exactement, et c'est justement ce principe qui permet, entre autres, de faire du lien entre les éléments. Vous n'avez pas un élément là, disposé au hasard et sans qu'il y ait de sens. C'est justement le fait de penser à la structure d'ensemble qui permet de penser les relations entre ces éléments. Et donc... Et l'adage, c'était quoi C'est l'arbre qui cache la forêt. L'arbre qui cache la forêt, merci, pardon. C'est l'arbre qui cache la forêt, bien sûr. On peut y penser, cette structure d'ensemble, on peut penser ça en termes de climat aussi. Dans quel climat vous vivez et quel microclimat vous avez sur votre lieu de vie. Le 8e point, intégrer plutôt que séparer. Donc l'adage, c'est plus on est nombreux, moins le travail est dur. J'ai utilisé comme image la chaîne alimentaire. En gros, donc inclure plutôt qu'exclure. Comment faire vous avez un objectif, vous avez des besoins, vous avez un objectif pour y arriver. Et je veux produire, et puis je vois que mes salades se font complètement ravager par les limaces. Et je veux me séparer de ces limaces, je veux les exclure de mon système. Comment faire pour les intégrer en fait, ne pas avoir à dépenser de l'énergie pour me débarrasser de ces limaces. Comprendre c'est quoi leur rôle dans le système, dans l'écosystème. Et puis avoir conscience que quand je vais me débarrasser de la limace, je vais interagir en fait et peut-être négativement sur la chaîne alimentaire. Donc je vais avoir des animaux, une faune qui a besoin de se nourrir de limaces peut-être et qui va partir. Et donc peut-être une espèce d'oiseau qui va partir. Je vais avoir moins d'oiseaux sur mon terrain, je vais avoir moins d'oiseaux qui font caca sur mon terrain, qui apportent du phosphore sur mon terrain, qui fertilisent mon terrain. Je vais avoir, juste en voulant me débarrasser de ces limaces pour manger de la salade, je vais avoir un impact qui va être beaucoup plus grand que ce que j'imagine. Donc c'est d'essayer de comprendre, à chaque fois que j'ai envie de me débarrasser de quelque chose, à chaque fois que j'ai envie aussi, ça c'est la permaculture humaine, de rejeter un argument ou une posture qui me froisse, c'est d'essayer de me poser la question de savoir pourquoi j'ai besoin de le rejeter et essayer de comprendre, d'aller vers, comprendre quelle est l'utilité en fait de cet élément que je veux rechercher. C'est quoi le message qu'il m'apporte aussi. Typiquement, on considère comme des mauvaises herbes, des plantes qui poussent spontanément sur un terrain dont on n'a pas l'usage. Ça, c'est juste une construction culturelle d'être humain. Ces mauvaises herbes, elles poussent spontanément parce qu'il y a les conditions idéales pour elles. Par exemple, sur un sol extrêmement tassé, vous allez avoir du chardon qui va pousser. Parce qu'il apprécie ce type d'environnement. Mais le chardon, avec sa racine pivotante, qui va plonger à plusieurs mètres de profondeur, il va aider à la décompaction du sol et à la régénération du sol. Donc partant de cette connaissance scientifique, de cette compréhension en fait, de ce qui se passe sur le terrain, vous avez une multitude de choix. Vous pouvez aussi bien prendre des décisions, qui paraît comme ça au premier abord un peu folles, de s'aimer du chardon. Parce que, intentionnellement. Pour faire pour faire une restructuration. Parce que du coup, si c'est vrai que le chardon est très présent sur un terrain, il va y avoir une régénération en profondeur du sol rapide. Ou vous pouvez vous dire, non, je ne veux pas de chardon, mais je vais mettre des engrais verts qui vont, eux, faire aussi beaucoup de décompaction du sol, en apportant de l'azote, en apportant de la biomasse, etc. Et donc, derrière ça, le chardon nous a aidé à comprendre ce qui se passe, déjà, d'un premier temps. Et puis derrière, il nous offre la possibilité d'adopter plusieurs stratégies. Et puis, l'air de rien, ce qu'on considère aussi comme chose de nuisible, on peut l'utiliser. La limace, ça peut être une source d'alimentation pour des canards, par exemple. C'est pour ça qu'il y a une des célèbres citations de Bill Mollison, c'est « Vous n'avez pas de problème de limace, vous avez juste une déficience en canard ».
Et puis une invitation à aller rencontrer la limace, c'est-à-dire c'est qui la limace, c'est quoi, qu'est-ce que... Là vous avez des vidéos là-dessus, une vidéo d'Hervé Covès là, qui est très intéressante, gestion holistique de la limace. C'est de comprendre en fait qu'est-ce qu'elle aime cette limace, c'est quoi son habitat, qu'est-ce qu'elle a envie de manger. En gros, vous avez besoin de cette limace parce que vous avez besoin de matière organique dans votre jardin, vous avez besoin que les matières carbonées soient décomposées et la limace c'est comme un charognard du végétal, c'est-à-dire qu'elle, ce qu'elle adore, ce qu'elle kiffe, c'est vraiment de manger votre bout de paille. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle aime bien habiter à côté de là où il y a de la paille. Et elle aime aussi, en gros, toutes les jeunes pousses, tous vos semis que vous faites sur le terrain, toutes ces jeunes pousses, elles sécrètent des hormones. Il se passe quelque chose dans leur chimie interne que les limaces sentent. Et ça, c'est le deuxième truc qu'elles aiment beaucoup. Donc, elles vont se jeter dessus. En gros, vous avez donc pas un problème de limaces, vous avez un problème de canard. Vous avez aussi envie de manger des salades, faites-en le triple. Faites-en germer le triple. C'est une stratégie possible. C'est une autre stratégie. Et puis vous aurez des salades qui seront bouffées par vos limaces, mais vous en mangerez quand même quelques-unes, et peut-être que même si les limaces sont pas si gourmandes, parce que vous leur avez donné aussi d'autres choses à manger ailleurs, et vous aurez trop de salades et vous en donnerez à vos voisins. Comme ça, en plus, vous allez revoir vos voisins. Le fait qu'il y ait les limaces, ça va permettre aux prédateurs des limaces de se mettre en place dans le système. Donc on va avoir des staphylins, des carabes, ça c'est des insectes qui aiment les manger. Qui vont se mettre en place si la ressource est disponible, et au final vous allez avoir, in fine, quand l'écosystème sera en place, vous aurez une régulation de ces ravages. On pourra en parler des utiliser des solutions à petite échelle et avec patience. Bon là c'est on ne peut plus simple. L'adage c'est commencer petit, ou l'autre c'est plus on est grand, plus on tombe de haut. En gros, si vous décidez, donc ça c'est l'illustration que j'ai mise là sur cette slide, c'est que en gros si vous décidez de créer un potager dans votre jardin et que vous n'avez jamais fait le potager de votre vie, vous avez la chance d'avoir un très grand jardin, préférez commencer par l'image numéro 1, dans des petits pots ou sur une toute petite surface équivalente à un carré de potager, et faites-le bien. Faites-le du mieux que vous pouvez, avec le plus d'amour possible et le plus de soins possible. Et comme ça, si vous vous plantez, si vous l'avez mal positionné dans votre jardin, si vous avez utilisé une technique qui n'est pas adaptée pour chez vous, vous avez fait une petite butte et puis en fait vous avez un sol hyper drainant, vous avez accéléré le drainage, bon, vous avez fait une bêtise, et ça sera beaucoup moins compliqué pour vous et démoralisant de corriger ça l'année suivante, donc de refaire votre lieu de culture à l'automne et à l'hiver pour l'année suivante, que si vous en aviez fait 20 ou 100 mètres linéaires. Parce que chercher à mettre en place, au contraire, des solutions très rapides à très grande échelle, non seulement c'est souvent la recette pour des échecs, qui vont être assez durs à relever, mais en plus, ça risque de vous épuiser physiquement, émotionnellement, comme ça, avoir fixé des objectifs énormes et vous n'y arrivez pas. Donc c'est pour ça qu'on invite toujours à y aller étape par étape. Vous allez peut-être commencer par des cultures en 2 pots comme ça, hors terre. Et puis derrière, c'est pour ça qu'il y a ce déroulé, vous allez pourquoi pas développer des cultures effectivement en bac de plus en plus importantes, finalement arriver sur de la pleine terre, et pourquoi pas effectivement arriver sur une vraie production maraîchère in fine. Mais ça se fait jamais du jour au lendemain. Et puis ça permet aussi, la permaculture c'est en vogue aussi, on a beaucoup de vidéos dessus, on aime bien les solutions miracles en fait, les solutions qui vous donnent l'abondance tout de suite, donc on voit tout d'un coup des buttes magnifiques qui sont très abondantes, et puis on les fait chez soi et on se rend compte que chez nous ça marche pas. Et ça c'est très décevant, et ça nous invite à revenir au principe numéro 1, observer, interagir de manière créative. Le point numéro 10, utiliser et valoriser la diversité. L'adage ici, c'est ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc 2 images, celle de gauche, c'est vraiment donc la culture intensive. Donc bon, on a forcé le trait bien sûr, ça répond à un besoin, cette culture intensive. Ce qu'on voulait illustrer par là, c'est que si vous choisissez de vous nourrir vous-même et que vous faites une monoculture, vous vous mettez face à des problématiques. Il suffit que vous ayez le ravageur, le champignon qui arrive, et puis vous allez pas manger. Si vous avez décidé de vivre de ça, vous n'allez pas pouvoir vendre, vous n'allez pas pouvoir subvenir à vos propres besoins. On invite en fait à valoriser la diversité dans tout, pas seulement dans les cultures, mais aussi la diversité culturelle,
dans les rapports sociaux également. Est-ce que les systèmes qui sont en monoculture, c'est des systèmes qui sont effectivement très sensibles aux changements, aux épisodes climatiques, bref, à des champignons, etc. Ils sont peu résilients. Au contrario, des systèmes de polyculture sont beaucoup plus résilients. Puis ça prend sens tant d'un point de vue technique que d'un point de vue économique. Là, vous avez un champ de colza. Bon, si c'est pas l'année du colza à cause des conditions climatiques, pour l'agriculteur, c'est un désastre. Alors que juste à côté, si vous avez sur une culture, vous avez 20 légumes différents, une année, c'est pas l'année de la tomate, c'est pas grave parce qu'il va y avoir, ça va être une bonne année pour d'autres plantes. Donc c'est pas grave, ça va compenser sur un plan plus économique. Et puis le côté anxiogène un peu de cette pratique, c'est de se dire, ok, donc il faut vraiment, là, j'ai investi beaucoup d'argent dans ma grosse machine, là, elle est pas très grosse celle-là, mais il faut que je rembourse mon prêt, il faut que je fasse du chiffre, il faut que ça produise. Donc je veux pas qu'il y ait de ravageurs, je veux pas qu'il y ait de champignons, donc je mets des fongicides, des pesticides. Comme il n'y a pas de diversité et que c'est beaucoup traité, il n'y a plus de vie dans le sol, donc il va falloir que j'apporte des engrais, donc c'est de la dépense, c'est de l'argent, et c'est un cycle négatif, c'est-à-dire que plus je fais ça, plus j'appauvris, plus j'ai des risques en fait. Donc voilà, c'est plutôt un cycle vicieux. Le 11e point, utiliser les interfaces et valoriser les éléments en bordure. L'adage et la bonne route n'est pas toujours la plus fréquentée. Utiliser les interfaces, en gros, dans l'observation de la nature, c'est dans les interfaces que se passent les choses les plus intéressantes. C'est là où vous avez en général le plus d'abondance, c'est là où se croisent les animaux, la faune, la flore, la vie en fait, qui habitent dans les deux écosystèmes qui limitrophes. La bordure, c'est la limite d'un étang, toujours très souvent beaucoup de foisonnement de vie. C'est une haie bocagère. J'ai utilisé une cellule souche, c'est une cellule. La membrane d'une cellule à droite. C'est 80% de la vie sur Terre, c'est là où vous avez les pieds, quoi. C'est les 20 premiers centimètres, c'est la pédosphère, ça s'appelle. La pédosphère, c'est là où se rencontre l'atmosphère, un autre écosystème. Donc la pédosphère, il y a aussi la biosphère, donc tous les animaux, les bactéries aussi, les vers. La lithosphère, c'est-à-dire la roche-mère en dessous, ce qui donne la granulométrie de votre sol. Et puis l'hydrosphère, l'eau qui agit dedans. Le sol, c'est tout ça. C'est tout ça un sol. Quand un sol est très compacté, il manque des choses dans votre sol. Il manque de l'air, il manque pas mal de choses. Vous remarquerez souvent que dans vos jardins, sur les bordures, souvent, l'interface entre une bordure, un chemin d'allée et puis la pelouse, il y a une bordure en béton peut-être ou en pierre, et vous galérez parce qu'il y a toujours de la pelouse qui vient, qui pousse, ça pousse à foison, et vous avez beau enlever, ça revient toujours. Voilà, c'est à la fois l'effet combiné de l'eau qui n'a pas subi l'évaporation et qui est dans cette bordure, de la vie qui est un peu dans la pelouse, et puis du stockage de chaleur qui se fait dans cette allée en béton ou en dallage, et aussi le fait que l'eau ruisselle sur ce dallage et vient se mettre dans la bordure. Donc les bordures sont peu pensées, sont peu réfléchies. Au contraire, là, ça nous invite justement à les optimiser, à en tirer parti de tout ça, et au contraire, à multiplier ces bordures parce qu'elles ont multiples intérêts. Et les bordures culturelles aussi, c'est très important. Les bordures culturelles, t'en parlais hier, c'est faire le constat de la richesse que vous pouvez avoir à la frontière entre deux pays, par exemple. Ou de ce qui se passe dans les échanges, dans une interface entre différentes cultures, différents milieux sociaux. Quand on a envie de créer ces ponts-là, des ponts, en fait, il se passe toujours, et qu'on a envie de partager, il se passe toujours des choses très florissantes. C'est très intéressant. 12e et dernier point, utiliser le changement et y réagir de manière créative. L'adage ici, c'est la vision ne consiste pas à voir les choses comme elles sont, mais comme elles seront. On utilise l'image du chêne et du roseau. Vous avez des chocs, une tempête,
le chêne, une forte tempête, le chêne va casser, le roseau va se plier et va s'adapter de manière créative au changement. On sait que, là j'ai utilisé le schéma de succession écologique, en observant, on sait qu'il existe des types de succession. Là on a utilisé la succession écologique. Ici la prairie, vous la laissez, plus personne n'y touche, d'ailleurs toute la France, il n'y a plus personne en France, toute la France on la laisse, et dans 30-40 ans on a une chaîne. C'est une observation, c'est comme ça, voilà, c'est la succession écologique. Donc en gros, à partir du moment où on sait qu'il va se passer ça, on a le changement climatique par exemple, on sait que là, on l'a vu ces derniers mois, on n'a pas eu de flotte pendant presque 2 mois, quasiment pas. On sait que ça va s'accélérer, que ça va être de plus en plus comme ça, il va falloir qu'on s'y adapte de manière créative. Donc on anticipe ça, qu'on ait une vision qui soit plus loin que « Ah zut, j'ai plus d'eau dans mon réservoir, comment je fais quoi ?» Commencer à anticiper ce changement-là par l'observation de ce qui se passe. Donc en gros, là par exemple, le schéma de la succession écologique, c'est si j'ai envie de créer un jardin-forêt à 30 ans, on en parlait tout à l'heure, je sais que la succession c'est ça, j'ai une prairie, puis après je vais avoir une strate de grandes herbacées qui vont apporter de la matière organique en se décomposant et de l'ombre, qui vont permettre, quand les oiseaux vont lâcher quelques graines, d'avoir des graines qui vont prendre dans le substrat et qui vont pousser, qui vont être protégées par l'ombre, qui ne vont pas être visibles nécessairement par les CR qui vont venir les brouter, puis ça va pousser, puis on a les plantes pionnières qui poussent, qui vont apporter de l'ombre et qui vont permettre aux d'autres plantes fourragères de pousser, notamment aussi aux chênes, aux châtaigniers, tout ça. Et ben c'est de l'utiliser de manière créative, c'est-à-dire de se dire bon, eh ben je sais que ça marche comme ça, je sais qu'il y a dans ces successions écologiques des types de plantes et d'autres qui marchent beaucoup mieux, notamment des plantes à croissance très rapide et en plus qui ont la capacité, comme les légumineuses, de fixer l'azote de l'air. Il y a des plantes qui sont capables de ça, c'est les légumineuses, et quand on les taille, de le restituer dans le sol. Donc qui apportent de l'azote dans le sol, donc ils vont être utiles pour d'autres plantes. Et ben c'est d'utiliser ça, c'est de se dire eh bien je vais pas attendre 20-30 ans pour avoir mon jardin forêt, je vais d'abord planter ces plantes qui vont me permettre de pousser donc très rapidement, d'apporter l'ombre, et je vais pouvoir planter aussi la pépinière que j'aurais fait à côté, d'apporter les arbres donc j'ai envie de voir dans mon jardin forêt. Et une fois que dans 10 ans, 15 ans, j'ai plus besoin de ces arbres fixateurs d'azote, ils vont me servir à autre chose. Nous d'être créatifs, voilà. Si j'ai besoin d'une autonomie en bois, par exemple, dans mon lieu, à l'extérieur, ben je peux les utiliser. Ça, c'est un exemple, en fait. On a fait le tour des 12 principes. Alors, cette démarche de conception, on peut la résumer souvent par le terme d'obrétime. Ça, juste, j'y vais très rapidement, parce qu'on n'a effectivement pas le temps de développer. Ça résumé, en fait, c'est un acronyme qui reprend les différentes étapes. On commence par le O de l'observation, dont on a pas mal parlé. Après, on s'occupe du B des bordures. Quel est l'environnement immédiat? Quels sont les dangers, les ressources, etc. qui sont présentes juste à proximité? En temps aussi, en énergie, en finance, toutes les ressources possibles. Il y a le R de ressources, donc les ressources matérielles, les ressources financières, les compétences, etc. etc. Le E de évaluation, c'est à ce moment-là qu'on va définir quels sont les objectifs précis, chiffrés, temporalisés qu'on vise. Le D du design, donc c'est là qu'on fait de la conception et on pense dans le temps et dans l'espace comment elle va évoluer un lieu. Le I correspond à l'implémentation, donc à la mise en place, et le M à la maintenance. Et puis bien sûr, comme on a vu, ça n'est pas figé une fois qu'on arrive à la maintenance. Si nos objectifs changent, si l'environnement change, eh bien on va repasser par ce cycle-là pour évoluer. On invite à la rétroaction. Alors là, c'est un exemple d'intervention que nous avons fait sur une maison d'habitation à Bougnay. Là, on va vous montrer 2-3 petites images et on s'arrête juste sur l'analyse d'un point, c'est-à-dire l'impact du soleil sur ce lieu. Là, dans la légende, on a séparé les différents matériaux qu'on retrouve sur ce lieu. On voit qu'on a des matières minérales, donc tout ce qui est, donc c'est en violet, tout ce qui est pierre, béton, bitume, tout ce qui va stocker la chaleur, stocker l'énergie du soleil et le restituer. En marron, on a tout ce qui est bois. Le bois, c'est ici c'était des écorces. Au sud, au nord, il y a tout un paillage et puis il y a une terrasse bois tout autour. Vous avez les massifs de végétaux, c'est ce qui va rapporter plutôt de la fraîcheur.
voilà, les désenherbements et puis les tuiles autour. On essaie d'aller voir aussi qu'est-ce qui se passe autour chez les voisins. Et puis en rose très pâle, c'est la route, c'est du bitume. On a un gros hotspot, un gros spot de chaleur à cet endroit-là. On va superposer cette carte avec des cartes d'ensoleillement. Nous, on utilise un petit logiciel qui s'appelle SketchUp, qui est gratuit, et on modélise en volume la maison et on la positionne on la positionne avec le nord, et après on utilise le circuit du soleil. Et donc là, en orange, on voit au 21 mars les endroits où vous avez un ensoleillement supérieur à 5 heures, donc qui vont stocker de l'énergie du soleil, et les endroits qui ont un ensoleillement nul ou inférieur à 1 heure, en bleu. On en a 4 des cartes comme ça, on en a au solstice et aux équinoxes. Là c'est une vidéo, je ne sais pas comment on la lance. Non, on va pas lancer. Ouais. C'est juste pour montrer que c'est la modélisation 3D en fait dont on veut parler derrière. Ce qui est intéressant avec la modélisation 3D, c'est qu'elle nous permet d'une part de faire de l'observation, et d'autre part, elle nous permet de faire de la conception derrière, parce qu'elle nous permet de projeter, voilà, imaginer tel ou tel élément, quel rendu visuel on aurait. Là par exemple, juste un exemple, vous regardez en haut à droite, donc c'est la partie en fait sur la maison où la voiture va se garer. On va remarquer que dans la conception, on a du béton, la dalle en haut, on a aussi des gabions, on a beaucoup de minéral. Et en même temps, c'est en orange, donc on va avoir des ensoleillements très importants. Et encore plus important, vous imaginez bien, au 21 juin. Clairement, on a un hotspot, on a un endroit qui va être très très chaud, donc vous avez des plantes qui ne vont pas pouvoir s'adapter. La cliente arrivait, elle disait j'ai planté ça, j'adore ces plantes, mais il n'y en a pas une seule qui tient, elles ont crevé. Bah oui, parce que c'est pas les bonnes plantes, elles sont... Et en plus, dommage, c'est l'endroit qu'aurait peut-être, on aurait aimé y apposer une serre en fait. On aurait aimé avoir cette serre à cet endroit-là. Parce qu'elle aurait bénéficié en fait de tout ça, et dès le 21 mars, on aurait pu commencer à mettre des semis en culture. Ça, c'est un exemple d'application. Nous, c'est vrai que dans ce qu'on a envie de faire dans l'accompagnement, c'est ça, c'est de proposer l'analyse de l'environnement et de donner les clés de compréhension pour qu'après, chacun puisse s'approprier le design de permaculture, ce qu'on vous a expliqué depuis le début, pour soit de s'initier à ça seul, mais avec des éléments de compréhension. On va accélérer. Juste là, c'était pour montrer qu'on peut, dans le processus de design, on peut définir plusieurs scénarios. Voilà, imaginer des scénarios en fonction des objectifs, et ce qui nous permet après d'affiner après le design. On présente là, on a fait 2 scénarios, on l'a présenté à la cliente. Elle a préféré le scénario numéro 2, donc ça nous permet d'avancer. Donc on revient juste sur la question de base, penser son lieu de vie à travers le prisme de la permaculture. Là on va à l'inverse, on va plus des grands ensembles jusqu'au détail. On part dans le sens inverse. Il existe une notion qui s'appelle le zonage en permaculture qui dit que... On n'a pas le temps ? On n'a pas le temps, d'accord. Et en gros, voilà, donc en gros, le premier habitat pour vous, c'est votre corps. Certains permaculteurs appellent ça la zone 0-0. On prend soin de son corps, quoi. Toutes les nourritures du corps, bien manger, mais aussi les nourritures culturelles, spirituelles, intellectuelles. Le respect de soi et des autres. Ensuite, on a habité sa maison. Donc après, vous reprenez tous les principes, si vous voulez. On refait tout le schéma inverse. Habiter sa maison, et puis après, se poser des questions sur comment j'habite ma rue, quel lien et relation j'ai avec mon voisinage, comment j'habite mon quartier, ma ville. Voilà. C'est comment vous vous impliquez, comment vous transposez le sens que vous souhaitez voir dans le monde dans lequel vous habitez, et comment vous interagissez avec tout ça. Puis après, on va jusqu'à le planétaire, le système solaire. Puis... jusqu'où vous voulez après. Voilà. Donc ça, une petite slide, c'est sur le mouvement des villes en transition. On a parlé à l'échelle déjà, c'est pour montrer que la permaculture, ça ne s'applique pas qu'en campagne ou dans des fermes, ça s'applique tout à fait en milieu urbain, à des échelles de quartiers ou de villes. Et le mouvement des villes en transition, c'est né en 2004 et ça a été initié par Rob Hopkins, un formateur en permaculteur qui vivait à Totnes, une petite ville au Royaume-Uni. Et aujourd'hui, c'est un mouvement mondial, on a des centaines de villes en transition. Voilà, donc là on est en train d'arriver à la fin de la conférence. On avait voulu vous montrer 2 images qui sont, en fait, on a des sources d'inspiration. Nos objectifs, vous les avez compris, on vous les a un peu distillés tout au long dans notre activité en tous les cas. Nous on s'inspire de deux entreprises qui sont au Canada, qui nous ont beaucoup inspirés en fait, qui sont Croque Paysage et Écomestible. On aime beaucoup leur démarche, elles sont très complètes.
Je vous invite à aller regarder sur Internet un peu leur bande-annonce, voir les types de services qu'ils proposent. Croque Paysage notamment qui va de la pépinière en permaculture axée sur l'aménagement comestible, qui propose le bureau d'études, puis qui a la structure qui permet de réaliser le chantier et qui fait l'accompagnement et des formations. C'est vraiment quelque chose qui est holistique, qui est global. Et on trouve que c'est très intéressant comme démarche. Et puis les comestibles, ils ramènent le comestible en ville, notamment. Donc tout ça à travers la démarche de permaculture. Donc juste quelques mots. Par exemple, nous on lance des relations de partenariat. Là, le Comptoir des Alouettes, c'est une épicerie collective avec une démarche d'habitat partagé, etc. qu'on trouve hyper intéressante sur un ancien corps de ferme à Chantenay. Et donc on a défini un partenariat. Nous on les aide à faire le design de leur lieu en permaculture et en contrepartie, nous on mène des formations chez eux. Et donc la première qu'on va mener chez eux, c'est un week-end d'initiation à la permaculture urbaine. On va s'intéresser particulièrement à l'application en milieu urbain. Les vendredis 14 et samedi 15 juillet prochain. Donc en plein Chantenay. Une petite citation de Jim Mollison pour terminer. Lorsqu'on est assis sur les marges de notre jardin, tout ce dont nous avons besoin pour vivre une bonne vie s'étend devant nous. Le soleil, le vent, les gens, les bâtiments, les pierres, la mer, les oiseaux et les plantes nous entourent. Coopérer avec toutes ces choses apportera l'harmonie. Nous opposer à toutes ces choses apportera le désastre et le chaos. On n'a pas le temps de faire des échanges de questions-réponses malheureusement, mais là on va être disponible au niveau de notre stand. Là on est présent tout l'après-midi pour répondre à vos questions. Et on vous remercie beaucoup pour la bienveillance et l'écoute. Merci beaucoup.